Bienvenue à toutes et à tous. C'est bien, un samedi après-midi de se retrouver comme ça. C'est pas habituel pour nous, mais voilà. On est ravis de vous accueillir à la boutique Potemkin. Alors pour ceux qui ne sont jamais venus, voilà, nous sommes une boutique qui existe depuis une quinzaine d'années. Et on vend des DVD neufs de toutes les éditions, mais de nos éditions, parce que nous sommes également éditeurs DVD. Régulièrement, nous accueillons à un rythme hebdomadaire des réalisateurs, des critiques, des comédiens pour venir parler de livres, de DVD, d'une actualité cinéma. Et là, cet après-midi, on est très heureux de faire, on avait envie de faire quelque chose autour de Fritz Lang, parce que nous sommes également éditeurs et qu'on a une grosse actualité fin 2022 autour de Fritz Lang avec voilà, l'édition de très beaux coffrets. Donc on va parler de tout ça. Très beaux coffrets, bon, pas léger, coffret Metropolis Collector, magnifique objet, et c'est un peu une version un peu, on a essayé de faire une version assez complète, ultime, je sais pas, mais voilà, en tout cas réussi. Et puis à l'intérieur de ce coffret, il y a cet ouvrage-là, Construire Métropolis, et je crois qu'ici il y a beaucoup des rédacteurs qui ont participé à la confection, à la rédaction de cet ouvrage. Donc voilà, l'idée c'est de parler autour de ce coffret, mais aussi autour des espions. Donc c'est toute la période allemande de Fritz Lang, période de cinéma muet, et La femme sur la lune. Voilà, donc ça va tourner un peu autour de ces trois films. Donc Fritz Lang, on a en tête évidemment Metropolis, M le maudit, la période américaine, mais là on va rester vraiment sur le Fritz Lang des débuts. Et puis là, on est très heureux d'avoir cet après-midi avec nous un spécialiste de cette période, Bernard Eisenschitz, qui nous fait le plaisir de venir, qui a participé d'ailleurs au bonus de ces DVD, et c'est toujours passionnant de vous entendre, de vous écouter, et on apprend toujours évidemment plein de choses. Donc historien, traducteur, et voilà, spécialiste de cette période. On a eu vos ouvrages aussi sur Douglas Sirk. Vous avez beaucoup écrit sur Fritz Lang et sur toute cette période-là du cinéma. Et également, donc, les rédacteurs. Alors là, il faut que je prenne mes notes, parce qu'il y en a beaucoup. C'est Marc Moquin et l'équipe de Revue et Corrigé. Marc, tu es là, voilà, je te cherche. Donc, j'énumère Eugénie Fillot qui est là. Alors oui, parce que moi, parce que ça me permet aussi de... Voilà, Eugénie, voilà. Grégory Marouzet. Grégory, voilà. Alexandre Matisse. Oui, bonjour Alexandre, voilà, super. Alexandre Pilecic. Oui, j'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Elsa Colombani. Oui, Elsa. Alexis Liomet. Présent. Voilà. Toutes les personnes devront parler, hein, vous allez tous devoir vous exprimer. Hein. Pierre Charpillos. Oui, ici. Et sous réserve, Céline. Bonjour, mademoiselle sous réserve. Voilà, c'est ça. Voilà, vous êtes sous réserve. Alors, donc, Niels qui est là, évidemment, fondateur de Potemkin, et puis qui est à l'origine de ces projets. Donc, Niels, tu viens nous dire quelques mots aussi sur. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de personnes. Donc, je vais me taire et passer surtout la parole à Bernard. Peut-être nous redresser, camper ce décor-là de Fritz Lang, de ces années allemandes, et puis de cette période-là de Métropolis, des espions et de La femme sur la lune. Peut-être une petite recontextualisation. Eh bien, Canton, oui. Alors, je suis désolé parce que vous en savez autant, probablement plus que moi, au point où on en est, mais donc pour répéter, pour résumer, peut-être pour briser la glace, je ne sais pas. D'une part, je ne suis pas un spécialiste, hein. Je suis un spécialiste de rien, je connais un peu, dans le cas de Lang, oui, je connais depuis très longtemps. Bon, c'est bien de sortir ces trois films ensemble, parce que ce sont les trois films, ce sont les trois derniers films muets de Lang, ce ne sont pas ces trois derniers films allemands, mais ce sont ces trois derniers films muets, et je pense, et beaucoup d'amis à moi pensent que deux d'entre eux sont parmi ses plus beaux films. Je vous précise tout de suite que les deux ne sont pas celui que vous pensez. Bon, donc il y a quelque chose qui se passe dans la vie et dans le travail de Fritz Lang au milieu des années 20, et puis il y a
le croisement évidemment de deux facteurs historiques qui sont la fin de la République de Weimar, qui a juste quelques années encore avant de se suicider, et puis la fin du cinéma muet, qui va lui être liquidé par les banques et les studios. Voilà, donc Lang arrivait au point de faire le film dont lui et sa femme scénariste ont toujours rêvé, ont fait le film qui est pour eux le résumé de leur interprétation du cosmos, quasiment, qui est Metropolis, et le font avec des moyens démesurés, en profitant de ces moyens au mieux, et c'est un film en effet qui montre de manière très très impressionnante tout ce qui était possible de faire et de raconter dans le cinéma muet. Montrer que le cinéma sonore a mis même assez longtemps à rattraper cette maturité-là, ou cette virtuosité-là, ou cette capacité d'improvisation-là. Donc Metropolis, de ce point de vue-là, est un film intéressant parce que chaque plan est un trésor d'invention, la somme d'une science accumulée au cours soit des siècles s'il s'agit de littérature ou de peinture, soit au cours des années s'il s'agit simplement de cinéma. Donc, je pense qu'on ne peut pas se passer de ce moment central des années 20 où Metropolis et quelques autres films ont été faits avec des moyens pratiquement illimités et sans aucun frein à l'imagination de leurs créateurs. Ce sont des films faits par effectivement un individu qui avait conçu. Bon, alors on a la même chose en France, presque simultané, le Napoléon d'Abel Gance. On a la même chose aux États-Unis. Alors là, ça se passe entre le sommet de l'art des studios, qui est le Ben-Hur muet, et le sommet de l'art d'un créateur personnel, qui est les Rapaces, d'Erich von Stroheim, l'un détruisant l'autre, évidemment. On a la même chose en Union soviétique avec Octobre d'Eisenstein, et je n'ai pas trouvé d'équivalent au Japon. Donc voilà. C'est très important. Metropolis, c'est un film qu'on ne peut pas ne pas avoir vu pour le simple plaisir des yeux, le plaisir de l'invention. Par ailleurs, bon, j'ai de solides réserves sur le film, c'est une autre affaire, et je pense que le vrai film de Lang, le film où on trouve Lang et ses obsessions, même si ça a l'air d'un mot péjoratif, etc., c'est vraiment bien davantage Les Espions, qui est un film non seulement somme de tout ce que Lang a fait avant, puisque n'oublions pas qu'il avait fait avant le Docteur Mabuse, le premier de ces trois Docteurs Mabuse, et c'est aussi la somme de son idée du monde, de son idée d'un monde de menaces, de surveillance constante, un monde qui est sur le point de s'effondrer. De ce côté-là, c'est un film plus risqué sur le plan des idées que Metropolis, et je pense que c'est un film plus réussi, plus unifié, évidemment. C'est pas difficile parce que Metropolis, c'est vraiment une sorte d'anthologie de ce qu'était l'art moderne à ce moment-là. J'avais oublié L'Inhumaine de Marcel L'Herbier aussi parmi ces films sommes. Évidemment, Metropolis est loin d'être un film unifié. Buñuel, dans sa critique en 1927, disait ce sont deux films collés par le ventre. Et ça reste une définition très très juste, pas suffisante mais juste. Et quant à La femme sur la lune, c'est tout l'aspect de passion de Lang pour la science, pour les découvertes, pour la possibilité pour le cerveau humain d'aller au-delà, ou pour le cerveau, ou pour l'invention, ou pour l'intelligence humaine, d'aller au-delà de ses capacités. Voilà, donc il y a vraiment cette... c'est une belle trilogie du point de vue éditorial, et je pense que c'est une belle trilogie, c'est un beau regroupement pour parler d'un cinéaste qui est, je pense quand même, un de ceux qui ont fait ce premier siècle du cinéma, un des tout premiers parmi ceux-là. Voilà. Mais je m'arrête parce que c'est vous qui en savez plus que moi maintenant sur Metropolis, donc je serais très curieux de vous entendre. J'ai pas encore lu, j'ai ni vu le coffret ni lu le livre, donc j'ai aucune qualité à être assis là. À vous.
Marc, viens, je te cède la place. Non, restez là, Bernard, restez là. Vous n'allez pas vous en tirer, ils vont compte. Alors, Marc, présente-nous cet ouvrage-là et comment tu es tombé dans cette marmite. Comment je suis, quand j'étais petit, du coup, parce que ça c'est on est en quelle année? On est en 2023, donc il y a 3 ans maintenant. Niels, donc le directeur de Potemkin, qui derrière vous ne le voyez pas hors champ, vient me parler de ce projet donc de rééditer Metropolis en Blu-ray, parce que la précédente édition qui existait était alors épuisée, et donc l'idée de faire une édition collector avec un livre. Et Niels me dit, et aussi étonnant que ça puisse paraître, qu'il n'y a pas de gros livres monographiques existants en France sur et dédié à Metropolis. Il y a le travail de Bernard sur Fritz Lang, et il y a cette anthologie que je vous recommande et dont on s'est abondamment servi, et merci Bernard, dans ce livre qui est Fritz Lang au travail. Je l'ai amené quand même, parce que voilà. Procurez-le vous, il est rare à trouver, mais vraiment... Ça sera difficile, mais enfin bon... Je l'ai trouvé, hein, donc c'est possible. On le trouve, mais à des prix exorbitants. On le trouve sur le marché noir. Voilà, comptez sur l'avenir. Donc voilà. Pour la réédition. C'est vraiment une merveille. Mais voilà, il n'y avait pas de... Pour être un peu vulgaire, il n'y avait pas de gros bouquin sur Metropolis qui résumerait la fabrication de, pour être un peu vulgaire, ce gros film. Et donc ça tombait bien, on en parle avec Niels, on fait un chemin de fer, quelque chose d'assez finalement classique pour retracer la jeunesse du film, puis son héritage, mais aussi, et ça me paraissait un peu important, et Bernard en a un petit peu parlé, comment le film s'inscrit dans son contexte historique et son contexte culturel, parce que c'est un film, vous avez parlé de film anthologique, à la fois par rapport à son époque et forcément aussi un peu par rapport à Lang et à sa femme Thea von Harbou. Et c'est des choses qu'on a voulu mettre dans le livre pour qu'il soit au maximum complet et en même temps accessible. Et pour compléter voilà, ce beau coffret dont on a parlé, avec les archives qu'on a pu réunir autour des photos, des dessins, storyboard, parce qu'il y a des grands artistes, des grands techniciens, des grands artistes qui ont travaillé sur ce film. Je vais essayer de passer un petit peu la parole à tour de rôle pour qu'on vous fasse un petit peu, qu'on vous présente un petit peu les différents aspects de ce livre et les différents auteurs présents qui ont justement apporté un peu leur grain de sel à l'histoire de Metropolis. Et l'avantage comme le désavantage quand on travaille sur un film comme Metropolis, c'est qu'il y a à la fois énormément de sources à recouper qui parfois sont contradictoires. Et c'est ça qui était intéressant dans ce travail, c'est de pouvoir confronter 50 ans, parce que ça fait voilà, 50 ans ou plus, même beaucoup plus que ça d'ailleurs qu'on écrit sur Metropolis, et de pouvoir confronter tout ça et le réunir donc dans ce livre-là, qui pour l'instant est disponible. Mais qui est disponible qui est en vente unitaire. Et qui est en vente à l'unitaire, mais donc aussi au sein du coffret. Est-ce qu'on peut... Je vais faire passer ce micro. Voilà. Moi j'aimerais bien, en fait on va faire simple, on va respecter entre guillemets un petit peu la chronologie du livre. N'hésitez pas à commenter Bernard si vous voulez intervenir, parce que ça nous ferait plaisir aussi. Je précise d'ailleurs le livre, alors il n'est pas là malheureusement, mais le livre a été préfacé par Jean-Pierre Dionnet, que je salue. Pourquoi Jean-Pierre Dionnet? Parce que son rapport à la science-fiction, son rapport au robot, son rapport à l'imaginaire. Jean-Pierre a eu la gentillesse de nous écrire une préface qui lui ressemble bien et qui a sa folie et son imaginaire, qui résume aussi un peu la folie et l'imaginaire qu'il y a dans Metropolis, qui est un film sur lequel on pourrait croire en effet en 2022-2023 avoir tout dit, et un film qui n'a peut-être plus de secrets à nous révéler. Néanmoins, moi personnellement, j'imagine ou j'espère les auteurs, ça m'a fait plaisir de travailler sur ce film qui peut-être en effet en le redécouvrant on se rend compte n'est pas le travail le plus achevé
de Fritz Lang, qui n'est peut-être pas finalement, enfin moi pareil, en le revoyant, en le redécouvrant, c'est finalement, je me suis rendu compte que c'était pas le film que je préférais de Fritz Lang, et pourtant c'est celui dans lequel on peut le plus facilement se noyer, tellement il est dense et orgiaque. Donc voilà, il y a deux personnes qui ont écrit sur l'aspect un petit peu historique du film et du contexte. Il y a Alexandre Matisse qui est ici présent et Eugénie Philo qui est en plus la directrice de Revue et Corrigée. Est-ce que l'un de vous deux ou les deux veulent parler? Ça peut être plus intéressant d'abord. Non mais je dis pas ça parce que c'est... Vas-y Alexandre. On commence par ça dans le livre. Bernard en parlait un petit peu de Weimar, donc, et toi tu as écrit sur ce point-là. Ouais, bonjour à tous. Juste en préambule, pour quand même raconter un peu l'expérience que peut être Métropolis, j'avais redécouvert en salle il y a une dizaine d'années avec toi, Marc, souviens-toi. À la Filmothèque du quartier latin. À la latin. Filmothèque, et c'était la première fois qu'on le diffusait avec les bobines qui avaient été retrouvées en 16 mm, qui avaient été retrouvées en Amérique latine. On se demande bien pourquoi, un film allemand qui a traversé, on va dire, le siècle. Voilà, donc on avait retrouvé ça, et c'était très émouvant de découvrir ces bouts de film. Effectivement, c'est un film qui est multiple, qui est complexe, et donc je vais être très rapide, moi, sur le contexte. Bernard en a un petit peu parlé, mais il faut savoir que la sortie de Métropolis se fait effectivement à la tournure du muet et du parlant, mais surtout dans cette décennie des années 1920, qui est peut-être pour moi la plus intrigante du cinéma. Pourquoi? Parce que c'est une décennie où il y a toutes les mutations, où les codes ne sont pas encore fixés, de L'Herbier à Eisenstein, en passant par Epstein. Ce sont des cinéastes qui sont en train de tester, et les codes ne sont pas fixés, mais le champ contre champ n'est pas encore fixé de manière aussi fixe que de nos jours. Ce sont des choses qui sont invisibles pour nous, mais qui à l'époque en fait étaient des tests permanents, des expérimentations permanentes, et Métropolis en fait partie. Et puis ce film se fait aussi dans un contexte d'une Allemagne qui est dans une situation très particulière. À la sortie de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne fait partie des 5 petits pays les plus pauvres du monde. C'est un pays qui est, on le dit souvent, humilié. D'ailleurs, certains politiques de l'époque vont beaucoup surfer là-dessus, c'est-à-dire de dire on a humilié l'Allemagne, on va avoir notre revanche, et surtout on va montrer ce qu'on vaut, on a un honneur à sauver. Mais surtout, ça se fait avec une période qui est très méconnue, et donc je ne vais pas tout raconter dessus, mais la République de Weimar, c'est une période beaucoup plus riche qu'on ne le pense. C'est une période qu'on occulte un petit peu parce qu'on passe souvent, en gros, de la période Première Guerre mondiale à l'arrivée du nazisme, mais entre les deux, il y a cette République de Weimar qui est foutraque, qui est imparfaite, mais qui se passe aussi avec des changements sociétaux, avec une pensée pour reconstruire l'État, pour reconstruire un pays qui est en ruine, et redonner aussi une forme de dignité à son peuple. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se replonger dans cette période-là et de se rendre compte qu'il y avait des vrais espoirs qui étaient permis en Allemagne, même si c'était compliqué, même s'il y avait des violences qui se faisaient en politique. Mais en fait, la dégradation de la République de Weimar, elle va se passer surtout dans sa dernière période, dans sa dernière année, où plus rien ne va vraiment bien se passer, alors qu'il y avait de vrais espoirs. C'est quelque chose qu'on a un petit peu oublié. Par exemple, on voit un petit peu plus l'espoir qu'il y a pu avoir en France, les fameuses années 20 en France. Elles sont parfois même un peu idéalisées par tous les apports artistiques dont on va parler après. En Allemagne, dans son contexte politique, dans son contexte sociologique, c'est par exemple une période où des gens vont s'équiper en radio. Ça paraît bête, mais les gens, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'avaient pas de radio, et 10 ans plus tard, la plupart des foyers en ont. Pareil pour tout un tas d'équipements du foyer. Donc on est vraiment sur une période où l'Allemagne regagne un petit peu en richesse. Alors elle parle de très loin, donc c'est un peu paradoxal de dire ça, mais c'est une période d'espoir. Et Métropolis, à la fois, est un témoignage d'une époque de tests, de foisonnement, parce que c'est un film extrêmement riche, avec des décors impressionnants, avec des effets spéciaux impressionnants, on va y revenir. Et en même temps, dans ce que ça raconte déjà la fin d'un monde, ça raconte déjà quelque chose. Donc voilà, c'est un peu le hasard que le film sort pile au moment de ce tournant, et en même temps, c'est complètement logique. Mais je vais laisser Eugénie parler un peu du côté artistique, parce que c'est plus toi qui en parles. Oui, en fait, on a décidé dans le livre de parler, c'est assez logique, et puis moi c'était ce qui me tenait à cœur aussi, de parler du contexte artistique et culturel de la sortie de Métropolis en 1927. Moi c'est une période, surtout en peinture et en art plastique, qui me plaît énormément, et je pense que ce que vous avez dit du plaisir de l'invention, c'est totalement ça, et je pense que
on peut parler de ça en architecture, en peinture, en sculpture, au théâtre, en littérature, en musique. Il y a quelque chose qui, dans les années 20, rassemble tout cet art et c'est fabuleux. Et quand Alexandre parlait du fait qu'on a idéalisé, je pense que ce foisonnement, effectivement, a été très riche pour tout le XXe siècle après. Dans les années 70, on a beaucoup repiqué dans les années 20, enfin, il y a quelque chose de fabuleux là-dedans. Mais pour autant, ces artistes-là n'idéalisaient pas du tout leur époque et leur période. Dans les années 20, on est en plein dans l'expressionnisme, on est en plein en architecture. Le Bauhaus a vraiment construit comment on voyait la ville. Alors je vous le parle dans une société assez chic, mais dans l'intelligentsia, comment on pensait la ville, comment on pensait l'intérieur et le politique. Il y a donc cette école, le Bauhaus, qui est l'école d'architecture et des beaux-arts, ils ont rassemblé un peu les deux, qu'on retrouve en fait entièrement esthétiquement dans le film de Fritz Lang, notamment dans le bureau du père patron, grand patron où on voit vraiment ce que pouvait être un intérieur Bauhaus, qui était une épuration totale. C'est un peu lié l'utile à l'agréable version art de vivre, quoi. Le Bauhaus a épuré totalement, a enlevé tout ce qui était inutile dans l'intérieur, a enlevé tout ce qui était inutile dans l'architecture. Donc on se retrouve avec du béton et que du béton, et en même temps un intérieur qui, dans les lignes, dans les lignes des bureaux, dans les lignes des tapis, dans tout ce qui est utile, quelque chose qui lie l'artisanat à l'industrie. Enfin, en fait, le Métropolis de Fritz Lang, dans toute sa création, parce que ça a fait appel à énormément d'artistes et d'artisans et d'industriels, rejoint totalement, est à l'image en fait de cet art et de cette culture en Allemagne et dans toute l'Europe à l'époque. Voilà, dans le livre, donc, on aborde un peu le Bauhaus, l'expressionnisme en Italie, le futurisme est aussi à son apogée. En fait, ces années-là sont vraiment l'apogée de la modernité. Quand on pense que un peu le tableau qui fait toute la modernité du XXe siècle, le carré blanc sur fond blanc de Malevich, ça date de 1918. En fait, tout a déjà été dit. Il y a quelque chose qui ensuite, on ne pouvait que commenter ce que pouvait être la modernité. Voilà, mais donc voilà, c'est pour ça que c'était important de retracer un peu les arts des années 20 pour parler de Métropolis. Je sais pas quoi dire de plus. Enfin, on va pas, de toute façon, sinon on y est sur un exposé sur l'expressionnisme. Voilà. Merci. Et ce qui nous emmène donc vous verrez, donc en fait on passe finalement pas mal de pages sur le livre à ne pas parler de Métropolis avant de rentrer sur le... Mais j'y tenais et on s'était mis d'accord là-dessus avec justement Niels, donc de s'attarder un peu sur ce contexte-là et de ne pas rentrer sur directement le projet Métropolis est né le temps. Néanmoins, le projet Métropolis, et Bernard en a parlé de nouveau, est né à un moment précis et à une collaboration précise qui est celle de Fritz Lang avec sa femme d'alors, Thea von Harbou. Fritz Lang qui lui-même ressort à ce moment-là d'un précédent mariage qui s'est terminé dans des circonstances un petit peu troubles, où encore aujourd'hui, d'ailleurs je crois que ça reste assez mystérieux, Bernard en parle dans son livre, parce que donc, la première femme de Fritz Lang, dont le prénom m'échappe, peut-être vous vous en souviendrez Bernard. Mais la première femme de Fritz Lang a été retrouvée morte, tuée par un pistolet. Alors il a été question de dispute conjugale, il a été question d'assassinat, il a été question de suicide, alors que Fritz Lang entretenait une relation avec son amante et scénariste Thea von Harbou, qui ensuite deviendra sa femme. Et toi, Pierre, tu as travaillé un petit peu sur le cas Thea von Harbou, parce que donc Thea von Harbou a écrit et collaboré avec Fritz Lang donc à plus d'une reprise, et Métropolis a été simultanément un film et un roman. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis un peu à l'envers.
Oui, en fait, il y a un chapitre sur Théa von Arboux et après il y a un chapitre, je vais pas en parler plus que ça, mais dont on n'a pas parlé, qui me semble quand même assez important et qui était surtout très intéressant à écrire. C'était un chapitre sur l'UFA, parce que c'est aussi un produit industriel, ce film, le produit d'une société énorme, l'UFA. Donc on raconte dans ce chapitre la naissance de cette entreprise qui a pour modèle une société publique danoise qui s'appelle Nordisk Film. Et c'était intéressant de voir qu'on a envoyé, qu'il y a des diplomates allemands qui sont un peu allez voir en Danemark comment se faisait. Il y a une note du ministère des Affaires étrangères allemand qui dit, de la Nordisk Film, dit attention, ne peut-être pas donner aux hommes la possibilité de créer des mondes, parce que ça risquerait d'engendrer le chaos. Donc ça c'est en 1900. Au milieu des années 10, donc ça annonce déjà un peu Métropolis, c'était assez amusant. Mais bon, toujours est-il qu'il lance cette société, la UFA, collaboration entre l'État allemand et des banques, donc c'est une société semi-publique, semi-privée, qui va devenir après une société privée, qui va redevenir une société publique dans d'autres circonstances plus tard. Mais donc c'est un produit industriel d'une société qui devient énorme, qui fait de la production, de la distribution et de l'exploitation, c'était intégré. Donc ça c'était aussi assez intéressant de raconter comment ça se passe et surtout c'est aussi la naissance du marketing et comment est-ce qu'on vend des films. Et ça me fait le lien avec Thea von Arboux, c'est qu'effectivement Thea von Arboux, la compagne de Fritz Lang, qui est une autrice de romans et qui a écrit ce roman Métropolis, qui en fait écrit en même temps que la production du film, et le livre est édité avec des photos du tournage du film dans le but de faire de la promotion aussi, d'annoncer la sortie future de ce film-là. Lorsqu'il y a l'avant-première de Métropolis, à certains invités à Berlin, on envoie un exemplaire du livre. Donc on travaille vraiment les deux ensemble, on travaille l'édition littéraire. Le livre est d'abord publié dans un journal de façon, de manière feuilletonesque, ce qui annonce aussi, qui crée un peu de l'attente autour du film. Donc ça c'était assez intéressant de voir que cette démarche marketing qui peut nous sembler aujourd'hui presque contemporaine dans la manière dont on appréhende les blockbusters, parce que c'est un blockbuster, était déjà très présente dans les films un peu monstres du cinéma muet. Donc ça c'est un peu une première période. Et effectivement sur Thea von Arboux c'était assez passionnant de s'intéresser à ce personnage qui est très complexe, très paradoxal. C'est assez connu, ça a été une sympathisante nazie, et sa théorie d'ailleurs national-socialiste se sent bien dans Métropolis, davantage dans le livre que dans le film. Malgré tout, elle se sent quand même dans le film, la fameuse théorie de collaboration des classes plutôt que de lutte des classes, puisqu'il s'agit que les mains, je ne sais pas si vous vous souvenez du film, les mains collaborent avec la tête, donc les forces ouvrières collaborent avec les forces dirigeantes et chacun est à sa bonne place pour que la société fonctionne parfaitement. C'est un peu ce qui annonce déjà le fascisme à venir. Et ça c'est assez présent dans les convictions de Thea von Arboux à ce moment-là, peut-être de Fritz Lang, peut-être pas, ça je ne sais pas, mais en tout cas c'est sa manière de voir les choses, mais en même temps c'était aussi une féministe. Elle s'est engagée pour le droit à l'avortement en Allemagne, pour la place des femmes dans la société. C'était une femme intellectuelle à une époque où il y en avait assez peu. C'était... Pardon ? Ouais, elle s'était mise de côté. Oui, elle s'est mise de côté, alors qu'elle, au contraire, elle était assez célèbre. C'était une autrice de romans qui ne sont pas des romans, quand on pense aux livres qu'elle écrivait, c'est pas de la grande littérature, c'est plutôt des livres plutôt populaires. Par exemple, celle qui a écrit Le Tombeau hindou, qui sera plus tard justement adapté par Fritz Lang, mais après la mort de Thea von Arboux, mais qui est adapté par Joe May déjà du vivement de Thea von Arboux. Elle est passionnée par l'Inde. Elle va d'ailleurs se marier après Fritz Lang avec un Indien. Elle est passionnée par la mythologie indienne. Et on retrouve d'ailleurs ce système de caste qu'on peut retrouver d'une certaine manière dans Métropolis aussi, qui est très présent dans ce qui lui plaît, ce qui l'intéresse. Donc personnage assez fascinant, assez paradoxal, qu'on a après évidemment qu'on a oublié, qu'on a aussi, parce qu'on a beaucoup plus parlé de Fritz Lang. Il faut aussi dire qu'elle a eu sa carte du parti comme des millions d'Allemands à ce moment-là, mais qu'elle était aussi une nazie assez convaincue. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez paradoxal, mais qui était assez intéressant de voir. Et dans le livre, on a fait un espèce de comparatif entre le roman et le film. Alors le roman a été pendant longtemps difficile à trouver en français, parce qu'il avait été traduit au moment de la sortie de Métropolis par Gallimard en 27, dans les années 20,
mais dans une version qui est en fait tronquée et qui reprenait plus, qui était plus une novélisation du film qu'exactement le roman. On n'avait pas le roman en entier. Puis il a été retraduit dans une petite maison d'édition qui fait plutôt de l'heroic fantasy et des romans d'aventure sur des légendes arthuriennes. Mais ça correspond bien finalement à ce qu'est Metropolis. Donc il y a quelques années, l'édition Terre de Brume. Et on a du coup ce livre qui est très bizarre à lire, qui n'est pas forcément très agréable à lire parce qu'il est très exalté. Il y a plein de moments où c'est plein de phrases avec des points d'exclamation. C'est ce vœu très biblique un peu dans le style. Il y a plein de références à des dizaines de divinités. Ce qu'on retrouve dans le film est vraiment davantage dans le roman, parce qu'on a des divinités aussi bien aztèques qu'indiennes, que la religion chrétienne qui est très 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 présente, qui revient quand même de manière très très régulière. On évoque Jésus plusieurs fois, on évoque l'amour chrétien plusieurs fois, qui est aussi présent dans le film, parce qu'il y a la cathédrale, etc. Mais qui est encore plus là dans le roman. C'est intéressant de voir cette comparaison. C'est un livre qui est très exalté, qui est où l'histoire d'amour a une place qui est moins importante, me semble-t-il, que dans le film, où le message qui est porté est beaucoup plus fort. Et puis bon, il y a 2 ou 3 différences évidemment qui sont toujours assez amusantes à noter, mais je peux continuer longtemps, mais je vais m'arrêter là. En tout cas, c'était assez amusant à écrire, tant sur Loufa que sur Thea von Harbou, dont je pense la vision contemporaine nous apprend. Enfin, quand on a un regard contemporain sur ces personnes, on se dit que c'est assez intéressant de se dire que c'est une société et c'est une personne des années 20 et que finalement il y a des choses qui entrent beaucoup en résonance aujourd'hui. Pas tout, mais beaucoup quand même. Merci Pierre. Si vous voulez intervenir, Bernard, n'hésitez pas. Je ne sais pas si vous voulez commenter ou... Éventuellement, pour l'instant, ça va. D'accord. Je tiens mon micro à disposition. Laissez-moi écouter. Je tiens mon micro à disposition au cas où. Donc du coup, pour faire un petit peu la transition, Pierre a justement parlé du studio allemand, donc UFA. Et donc forcément, ça nous emmène sur la question de la production de ce film. Donc production hors norme, ça fait partie des films où on voit à l'image que la production est non seulement hors norme, mais non seulement aussi un peu chaotique. C'est un film, ça fait partie de ces genres de films qui ne peuvent être produits que dans une forme de chaos toujours un peu contrôlé, mais est-ce que c'est déjà un peu l'Apocalypse Now de son époque? C'est Céline qui a travaillé sur la partie de financement et de production du film. Alors Céline, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de cette partie? Merci. Du coup, oui, là, en fait, Fritz Lang, pour expliquer comment il a eu l'idée un peu de ce film, explique dans sa légende que c'est en allant à New York avec la UFA qu'il a eu cette idée-là d'une ville un peu futuriste des années 2000, parce que son but dans Metropolis, c'est de parler de la jeunesse de l'an 2000. Et du coup, c'est en voyant New York qu'il a imaginé cette ville un peu futuriste de Metropolis. Et du coup, c'est vrai qu'avec Eric Pommer, son producteur, en 1924, ils sont allés à New York et aux États-Unis. Ils en ont profité pour voir New York, mais aussi voir Los Angeles et voir la production des films américains. Et Metropolis a vraiment cette ambition-là de rivaliser avec le cinéma américain, surtout que en 1925, il y a le Paris-Famé Agreement qui relie la Paramount, la MGM et la UFA dans une sorte de deal qui était censé être assez égalitaire entre les deux pays, les États-Unis et l'Allemagne, et qui finalement s'est révélé plus bénéfique pour les États-Unis, étrangement. Et en gros, c'est la MGM et la Paramount qui donnaient de l'argent à la UFA et qui, en échange, réclamaient que les films américains soient plus diffusés selon un pourcentage de, je crois que c'était 75% quasiment dans les salles allemandes, que les films soient présents. Et du coup, forcément, rentrer en jeu cette notion de comparaison entre les films allemands et les films américains. Et avec Metropolis, il voulait du coup que la comparaison ne soit pas en faveur des Américains. Et à la base, la UFA avait prévu un budget de 1,5 million de marks, qui, 17 mois après le début du tournage, s'est transformé en 5 millions de marks, donc quasiment plus de 4 fois son budget. Et à la base, la UFA semblait vouloir accentuer ses dépenses et cette démesure dans le film. Elle mettait en avant dans ses publicités le fait qu'il y a 750 acteurs
plus de 35 000 figurants, que vraiment les décors étaient impressionnants, qu'ils mettaient en avant même les effets spéciaux qui avaient été inventés pour le film, donc l'effet Schumann qui est une idée par un jeu de miroir qui permettait d'avoir des décors très impressionnants puisqu'il n'y avait que la moitié qui était construite en taille réelle et le reste était construit en miniature et à l'écran ça ne se voit pas. Il disait qu'il y avait 11 scènes de cet effet-là qui avait été mis en place pour Metropolis. Et du coup, à la base, il mettait en avant toute cette démesure, mais quand il s'est avéré que le film dépassait les 5 millions de marks, ce qui fait à peu près, je crois, 200 millions de dollars aujourd'hui, à peu près, et que ça mettait en péril la UFA, surtout que Faust de Murnau était sorti, et c'était sorti l'année d'avant, et qu'ils avaient été un peu tournés en même temps, et que du coup les deux cumulés, ça faisait presque 10 millions de marks, et c'était énorme pour la UFA qui était en faillite. Ils se sont un peu retournés contre Fritz Lang en disant qu'ils avaient été un peu mis en chantage, parce que c'est vrai que Fritz Lang, tous les étaient un peu dans la démesure, il n'avait pas de limite dans toutes ses volontés. Il dit lui-même qu'à chaque difficulté, il fallait juste trouver une solution, et si ça prenait, par exemple, une des scènes de début où on voit les miniatures en stop motion pour faire la ville futuriste, ça a mis plus de 10 jours, je crois, à être tourné, et il fallait ce qu'il fallait, il fallait inventer de nouvelles solutions pour que cette ville apparaisse à l'écran comme réaliste et pour que le film Metropolis soit à la hauteur des films américains. Donc voilà. Vous voulez dire quelque chose, Bernard? Non, mais je pense qu'en effet, que la UFA, que d'une part, en effet, le film a pris une démesure impossible à voir à ce moment-là, mais ce qui est aussi le cas de ces films dont je parlais tout à l'heure, ces films du milieu des années 20, où on se dit maintenant, ça y est, l'industrie, la guerre est derrière nous, l'industrie est saine, le pays est en reconstruction, et le cinéma, c'est l'art de demain, donc allons-y. Je pense que c'est tout à fait vrai de la part de Lang, qui a d'ailleurs parfaitement su travailler à l'économie quand il était aux États-Unis, tourner parmi ses meilleurs films en 25 jours, mais que par ailleurs il a été aussi une sorte de bouc émissaire pour une gestion de la UFA qui était contestée, et pour la mise à l'écart d'un personnage qui était le producteur des films de qualité de Murnau, de Lang, etc., qui était Eric Pommer, et pour le remplacer par des industriels, par des gens au service de l'industrie, ce qui est un moment qui correspond à l'évolution aussi de l'Allemagne de Weimar. Hein, c'est tout à fait, ça correspond. Donc Lang a fait intervenir un avocat pour établir le véritable prix du film. On avait parlé de 8 millions, on avait parlé de sommes complètement folles. Il est vrai qu'il y a eu une folie dans le tournage, une obsession, mais il est vrai aussi que c'est le résultat d'une politique interne. Le remplacement de Pommer, qui est parti aux États-Unis, le remplacement de Pommer par quelqu'un qui était plus un administrateur et par un fonctionnement beaucoup plus contrôlé. Et par ailleurs, le résultat est aussi que on a très justement, vous dites le miroir Schuftan, enfin l'effet Schuftan, mais on peut dire, vous avez parlé aussi des 10 jours qu'il a fallu pour déplacer image par image, chaque plan, pas les plans dans le bureau du maître de Métropolis, mais enfin tous les plans démesurés sont des plans pour lesquels il a fallu inventer un système, il a fallu inventer, je suppose que ce que vous avez repris des morceaux des mémoires de Kettelhoff dans le. Il y a chaque plan à trucage demandait une invention, c'était pas un trucage simple, c'était aussi un trucage qui n'avait jamais été fait, évidemment qui passionnait les techniciens, bien sûr, qui ne demandait qu'à se surpasser. Donc l'histoire industrielle de Metropolis, c'est un petit peu dans cette. C'est dans ce va-et-vient entre les exigences de l'industrie, qui a forcément toujours le dernier mot, et les possibilités qu'offrait le cinéma muet à des cinéastes, à des individus. Cette espèce d'aberration pendant les 30 premières années du cinéma, qu'on a pu croire que des artistes allaient pouvoir avoir le dernier mot dans leur travail. Et on se pose toujours la question 100 ans après. Hein. On pose toujours la question, et
Mais enfin, on sait maintenant que ça ne sera pas dans la grande industrie. Et par ailleurs, l'industrie a eu, l'argent a eu le dernier mot. Puisque le dernier chapitre de Métropolis, ce sont ces mutilations et ce sont ces nombreuses versions essayant de corriger la mutilation essentielle et première, etc., dont vous allez sûrement parler parce que je suis sûr que vous leur avez fait une grande place. Et oui, juste pour vous dire, Céline parlait tout à l'heure, voilà, donc par exemple de ce... Hop, on a fait un petit facsimilé là, je vais y arriver. Dans le dossier de presse américain que vous pouvez trouver sur internet, il y a quelqu'un qui l'a scanné en haute définition, mais voilà, il mettait vraiment en avant, vous voyez, bon, peut-être pas parce que vous êtes loin, mais le nombre de paires de chaussures, le nombre de costumes, le nombre de, ce que disait Céline, le nombre de figurants. C'est le département propagande de la UFA, voilà, qui avait fabriqué ça. Et donc, on est déjà dans un aspect marketing dont parlait Pierre déjà très avancé. Et alors, on a mentionné, vous parlez justement d'Éric Kettelout, je vais passer un petit peu rapidement parce que Céline a aussi écrit sur l'équipe du film. Céline et Alexis ont écrit sur l'équipe du film, mais je vais essayer de passer un petit peu parce qu'il faut qu'on accélère et vous aurez la parole sur un autre chapitre, enfin Alexis tu auras la parole sur un autre chapitre du film, mais on s'est quand même attardé sur les hommes et les femmes qui sont quand même derrière la fabrication du film, donc vous verrez il y a aussi tout un chapitre sur les acteurs, les actrices et donc l'équipe technique, le fameux Éric Kettelout ou Otto Hund, sont des gens qui ont beaucoup joué dans le look de Metropolis, et évidemment tous les gens à la caméra, Karl Freund ou d'autres. Bref, mais j'aimerais forcément qu'on aborde un petit peu la production et ou la mise en scène de Metropolis, parce que il y a Alexandre Piltich qui est ici, qui a écrit dessus, et Metropolis c'est un film qui est intéressant parce que d'un côté il y a son gigantesque production dont on parle. Metropolis, c'est souvent, quand on en entend parler, on parle souvent de Metropolis qu'on raccroche au cinéma expressionniste, et il s'avère que quand on y regarde de plus près, Metropolis n'est peut-être pas un film expressionniste. Donc toi tu as écrit sur ces deux aspects, Alexandre, sur à la fois la production, la mise en scène du film, et en même temps, est-ce que le film est représentatif du cinéma? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors en fait, oui, j'étais parti d'une grande ancienne qui est est-ce que Lang est un cinéaste expressionniste? Donc lui s'en est toujours défendu, je crois, avec beaucoup de virulence. Et Lotte Eisner, qui était une de ses grandes amies et une grande exégète de son œuvre, s'en défendait aussi. Et en fait, je crois que c'est une impasse, et je pense que je me suis surtout intéressé à Lang en fait comme un cinéaste et un homme de son temps. Donc c'était un homme très très lié au présent de son époque, qui était celle de Weimar, dont on a déjà un peu parlé, et du cinéma de Weimar. Donc, parce qu'en fait, on a tendance aujourd'hui à penser que l'expressionnisme et le clair-obscur comme ça étaient partout dans les salles, alors que les gens qui allaient à l'époque au cinéma voyaient ces grands chefs-d'œuvre parmi d'autres films. Et par exemple, les jeunes qui revenaient de la guerre allaient beaucoup voir des films d'éducation sexuelle, qui était une manière pour eux d'aller voir des scènes un peu de débauche, etc. Il y avait aussi par exemple tous les grands films d'opérette, donc les premiers films de Lubitsch par exemple, qui est absolument géniaux, voilà. Mais les gens allaient voir ces films, et puis un peu plus tard il y avait les Bergfilms, les films de montagne par exemple, les Friedrich Kuss films, donc les films qui mettaient en scène Frédéric II dans des grands films d'opérette. Et donc l'expressionnisme en fait était mêlé un peu à tous ces films-là. Mais ce que je trouvais très très intéressant, c'est qu'on se rappelle de ces films parce que ils évoquaient quelque chose, ils étaient liés très directement. Donc il y a un grand auteur, Krakauer, qui a beaucoup écrit là-dessus et qui a montré comment l'expressionnisme en fait était en prise directe avec l'inconscient comme ça de l'âme allemande un peu torturée, et que pendant un très court laps de temps, donc je crois que c'était 3-4 ans seulement, elle a pu vraiment exprimer la tourmente vraiment de l'âme allemande, et a pu du coup dans ses visions exprimer comme un présage de l'horreur nazie qui allait venir.
Et voilà, la grande période de l'expressionnisme, c'était 3 ans, je crois, c'était jusqu'à 1924 à peu près, quand la situation économique s'est mise à aller beaucoup mieux. Et les ombres expressionnistes, là, du coup, ont disparu un peu de l'écran. Et c'est mis en place du coup ce qu'on appelait la nouvelle objectivité, donc c'est la grande époque de Pabst, de Loulou, voilà, et qui était une vision beaucoup plus distante et beaucoup plus naturaliste de la vie et de l'époque. Mais ce que montre Krakower, c'est que tout ce qu'exprimaient les films expressionnistes en fait n'ont pas disparu de l'écran, ils étaient là, mais seulement ils étaient exprimés à travers des diversions, des sortes de frustrations que les films exprimaient. Et Metropolis, c'est un grand exemple de ça. C'est un film dont on l'a déjà évoqué à plusieurs reprises, qui est un peu bicéphale entre Théophane Arbou, entre Fritz Lang, etc. Et Krakower a bien montré comment le film était partagé comme ça par cette frustration héritée de la grande époque expressionniste. Et donc le film est un peu à cheval là-dessus. Donc c'est un peu, voilà, c'est la fin d'une grande époque, mais qui est aussi l'héritage un peu torturé de tous ces grands films qui avaient disparu de l'écran. Et c'est ce qu'on voit pas mal, je vous emprunte le micro, et c'est ce qu'on voit pas mal dans les séquences qui impliquent le fameux savant fou Rotwang et sa maison, qui là, à la rigueur, sont peut-être plus dans des codes auxquels, les fameux clairs-obscurs dont tu faisais mention, ou cette poursuite dans les ténèbres des couloirs de son laboratoire qui, à un moment, contrastant en effet avec le reste du film. Il y a une grande mixture de styles. Hein, on peut dire que si influence de l'expression, enfin bon, l'expressionnisme c'est une bataille de mots, c'est pas, enfin bon, personnellement je vois pas pourquoi on s'arrête là-dessus. Il y a une tendance expressionniste du cinéma. On peut dire que les films noirs américains de l'après-guerre sont des films très marqués par l'expressionnisme, ou alors c'est une école très très limitée entre 1920-24, comme vous l'avez dit, où il y a le premier historien de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'expressionnisme, premier historien de l'expressionnisme au cinéma, parlait de 12 films maximum. Donc ça reste très très limité. En revanche, dans Metropolis, il y a un mélange délibéré de styles, séquence par séquence. Il y a beaucoup de traces de la sécession viennoise. C'est quand même là aussi c'est là que Lang avait commencé aussi, du point de vue artistique. Il y en avait davantage dans les Nibelungen, mais il y en a aussi beaucoup dans la Fontaine au début, des choses comme ça. Et il y a des choses dont on pourrait vraiment dire que ça relève déjà de la nouvelle objectivité. C'est un mélange délibéré, très justement, c'est pas quelque chose, c'est pas un reproche à faire au film de constater qu'il mixe toutes les possibilités d'expression, y compris des choses que ce Lang avait fait et allait faire jusqu'à la fin de sa vie, comme la poursuite dans les catacombes, qui est quelque chose, une séquence de Lang qu'il a refaite dans 4 ou 5 films. Où il n'y avait que lui pour faire une pareille séquence. Non, mais vous avez totalement raison, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs même avant le film, même dans sa genèse, sans trop revenir sur la pré-production du film. Céline a aussi fait un travail on a fait un travail de recoupement des dessins, storyboard et costumes du film, et vous voyez bien justement les différentes influences, le fameux ce qui a inspiré le jardin d'été qu'on voit un moment dans le film. Est-ce que ça serait pas le moment où, avant de passer la suite, on passerait un petit extrait, Manfred? C'est toi qui me dis, oui, bien sûr. Comme ça, c'est ce qui me permet d'embrayer, parce qu'on a choisi un petit extrait à passer du film, qui est vers la fin du film, ce moment où le monde du bas se révolte contre le monde haut, s'en prend à la fameuse machine cœur qui fait tourner la ville du haut, moment de révolte, et qui est une séquence intéressante parce que techniquement, artistiquement, vous allez voir, elle montre plusieurs effets différents, et aussi elle raconte un peu en elle-même l'histoire du film et des manipulations qu'il y a eu autour du film, parce que c'est un film qui a été, comme Bernard en a parlé, largement mutilé, remonté, charcuté, démonté, remonté, etc. Qu'aujourd'hui, on a une version qui est encore légèrement incomplète,
Et l'extrait que vous allez voir donc en témoigne parce que il présente le film sous diverses qualités avec diverses sources. Et normalement c'est le chapitre 11, je crois. Hop. Voilà, vers la machine cœur. Si t'as la musique, on peut avoir la musique? La musique de Godfrey Tuppers.
pourrait continuer. On pourrait continuer longtemps, longtemps comme ça, ce qui me permet, avant de repasser la parole, de dire... Donc là, vous voyez, il y a vraiment eu plein d'effets. Et on parlait justement de ce film qui amalgame des textures, des effets, des styles, des influences différentes. Il y a un peu de tout ça dans ce qu'on vient de voir. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu, juste par curiosité, qui n'a pas vu Metropolis ? Ok, donc c'est bon, vous comprenez pourquoi il y a 2 fois Maria à l'écran. Donc il y a ces 2 personnages, la robot et la vraie Maria. Mais bref, donc dans ce film qui amalgame plein de techniques avec le visiophone que vous voyez à un moment, qui est d'ailleurs quelque chose finalement d'assez simple, parce qu'en fait c'était un décor où de l'autre côté du décor il y avait une cabine de projection qui projetait l'image à laquelle le directeur de la ville, Joe Fredersen, répond. Donc finalement c'est un effet assez simple, il fallait y penser. Et vous voyez ces images assez détériorées, relativement détériorées, tronquées, mais ça on va y revenir avec Alexis, qui ont été récupérées en Amérique du Sud, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et qui ont permis de reconstruire une partie du film qui était portée manquante jusque dans les années 2000. Et avant de repasser la parole, donc je vais un tout petit peu m'attarder, c'est pour ça que je voulais qu'on ait la musique sur Godfrey Tuppertz et le travail musical qu'il a accompli sur Metropolis, qui pour moi, ce que j'ai écrit sur cette partie, est absolument fantastique, absolument préface énormément de choses dans ce qu'aujourd'hui on appelle la musique de film, même si dans ce cas-là, je pense que c'est même plus qu'une musique de film, c'est une musique tout court, mais tous les films muets n'étaient pas équipés, entre guillemets, d'une musique composée comme telle. Il y en a beaucoup qui étaient livrés soit avec des indications pour des arrangements, soit sans musique, et ça dépendait du chef de salle, s'il y aurait juste un pianiste, un orchestre, ou une composition, ou des arrangements contemporains, etc. Non, Metropolis a sa musique originale, reconstruite et recomposée. Ce que vous entendez n'est pas l'enregistrement d'époque, c'est un réenregistrement musical d'après les partitions d'époque, donc dirigé par Frank Strobel. Il y a aussi dans le livre un chapitre de Frank Strobel sur comment ils ont reconstruit la musique du film, et aussi sur comment la musique du film a aidé à la reconstruction du montage du film, parce que les deux se répondent. Mais voilà, vous entendez dans ce qu'on vient d'écouter à quel point il y a tout un siècle de musique avant Godfrey Tuppertz qui est dans sa musique. Forcément Wagner, mais aussi tout un siècle à venir, parce que ce sont, vous voyez, ce sont de thèmes, le méchant du film, donc le Joe Fredersen, l'empereur de la ville, a un peu son thème qu'on entend, une sorte de marche impériale qu'on entend là, qui est mixée avec une citation de la Marseillaise, avec des bruits des cadences infernales, etc. Donc c'est un travail musical absolument formidable. Voilà, j'écris un chapitre dessus, et le travail sur sa reconstruction est aussi est tout autant formidable, et je trouve que c'est une bande son dont on ne parle pas assez, et qui contribue à la richesse du film. Mais pour embrayer un petit peu avec le reste, on parlait mutilation, on parlait reconstruction du film. Alexis, toi tu as écrit un chapitre entier sur la vie, tu as écrit un carnet de bord en fait, pour être exact, de la vie et de la reconstruction de Metropolis, parce qu'en fait finalement c'était la manière la plus simple pour toi d'approcher ce sorte de grand foutoir qui a été le montage, puis le démontage, puis le remontage de Metropolis. Donc tiens, viens nous en parler un petit peu. Alors j'en profite d'avoir la parole pour à la fois féliciter mes co-rédacteurs pour ce livre, et aussi également remercier donc Eugénie et Marc de m'avoir offert cette opportunité de travailler sur Metropolis, puisque moi, en tant que fan de cinéma, une de mes passions aussi, c'est les différents montages des films et remontages. Donc forcément, de pouvoir travailler sur Metropolis, c'est un peu une occasion rêvée, jusqu'au moment où on se rend compte qu'il y a 80 ans d'histoire à retracer d'à partir de la première version du film montrée en salle jusqu'à donc la dernière version que vous pouvez voir ici aujourd'hui, qui date de à peu près 2008, au moment où on a retrouvé la copie la plus complète en tout cas du film, et à partir de laquelle on a pu reconstruire l'essentiel. C'est-à-dire que la première version de Metropolis qui sort en janvier 1927 en Allemagne est donc la version originale initiale de Fritz Lang, et donc la version la plus absolue.
Mais au bout de évidemment quelques semaines, le film se plante misérablement au box-office allemand, ce qui fait que la UFA, donc, qui a changé donc, depuis, on en a parlé tout à l'heure, de direction, décide de retirer le film des salles et de le remonter, mais de manière plus courte, puisque le film faisait 2h30 et était impossible à rentabiliser, donc pour une version plus courte, sachant que, comme on avait parlé Céline, le film faisait partie d'un contrat donc, par UFAME, donc, avec la Paramount et la MGM du côté des États-Unis, et dans cette partie du contrat était incluse la possibilité d'avoir un autre montage supervisé par les Américains. Et finalement, les Américains, en refaisant Metropolis, l'ont presque carrément réécrit pour une version évidemment raccourcie et qui a plus ou moins fonctionné, mais qui a convaincu la UFA de refaire le montage donc, un petit peu sans l'aval de Fritz Lang selon la version américaine pour un résultat tout aussi mitigé. Et au fur et à mesure du temps, et évidemment suite à la Seconde Guerre mondiale, le film s'est un peu perdu dans les trésors des cinémathèques, jusqu'à ce que certains prennent le taureau par les cornes et choisissent d'essayer de retrouver et de reconstruire un petit peu le Metropolis initial, en retrouvant de ci de là quelques copies. Évidemment, des copies préservées n'étaient que la version remontée, donc forcément pas la version complète. Et finalement, c'est un vrai travail d'historien, puisque c'est à la fois un des premiers films qui a permis à des cinémathèques du monde entier de se réunifier sur un seul et même projet, c'est-à-dire qu'on a pu retrouver des copies américaines de Metropolis dans des cinémathèques en Union soviétique, à la fois en travaillant entre Prague, Moscou, Berlin, Paris. On a rassemblé, donc, à la fois, comme on a parlé Marc, les partitions originales de Gottfried Dupertz avec des annotations qui précisaient les événements des scènes, plus un ensemble des photos de tournage qui avaient été prises par le frère de Théa von Arboux, qui montrait donc toutes les scènes, notamment celles qu'on ne voyait plus ou qu'on n'avait plus vues depuis 1927. Et donc on essayait de retracer au fur et à mesure un film qui n'existait plus, puisque c'était un film vraiment qui est un film à trous. Et au fur et à mesure du temps, on s'était habitué à voir un film, c'était un petit peu un mythe, c'était une chimère après laquelle on courait. En 84, il y a eu donc la version de Giorgio Moroder qui a permis de relancer un petit peu la machine, à la fois de restauration, mais à la fois de populariser le film en dehors de l'univers des cinémathèques et des cinéphiles. Et finalement, c'est un peu un heureux hasard, et avec le carnet de bord donc, qui retrace un petit peu 80 ans de perdition et de redécouverte de Metropolis, il y a une copie qui avait été sauvegardée, préservée, bon an mal an selon les années, en Argentine par un distributeur qui était passé en Allemagne juste dans les années 20 et qui avait découvert la première fois Metropolis et qui avait réussi in extremis à acheter une première version à la UFA du film de Fritz Lang, donc la version initiale. Le film a été plus ou moins préservé de restauration qu'on a pu obtenir par rapport aux matériaux qu'on a pu avoir. Et finalement, avec cette copie-là qu'on a retrouvée dans les archives en Argentine de Metropolis, on a pu reconstruire au maximum, parce qu'il reste encore quelques plans manquants et une séquence normalement, au mieux le Metropolis initial de Fritz Lang, malgré tous les déboires et 80 ans de perdition dans le néant du cinéma. Voilà. Merci. Et dans le livre, par exemple, Alexis parlait du montage américain qui a été supervisé par quelqu'un qui s'appelle Channing Pollock. On a fait des petits montages comme ça. On a reconstitué en fait le générique de début de la version américaine supervisé par Channing Pollock, qui est en fait totalement différent, avec un texte introductif qui n'est pas du tout dans la version allemande, qui est une création de la version américaine, des images de villes qui ne sont pas dans la version allemande ensuite, et ensuite ça embraye sur des plans, les plans et le carton-titre qu'on connaît de Metropolis, mais le montage est complètement différent. Du coup, sans transition aucune, ça tombe bien, tu l'as mentionné, parce que dans les années 80, je pense qu'il y a toute une génération qui a découvert Metropolis
grâce à un nom inattendu, grâce à Giorgio Moroder, puisque Giorgio Moroder, donc un des grands papes de l'électro, a créé sa version Moroder, qui est même une restauration sans vraiment être une restauration de Metropolis, qui est une création à part. Grégory, toi, tu as travaillé sur ce chapitre-là, la version Moroder, qui a eu son petit culte à l'époque, qui était un peu une blockbuster de ressortie. Est-ce que tu veux nous en parler? Parce que c'est pas anodin comme démarche, en tout cas à cette époque, de faire ce que Giorgio Moroder a entrepris. Tu as travaillé dessus aussi, Marc, sur ce texte, tu m'as aidé. Je voudrais d'abord remercier très rapidement Revue et Corrigé, parce que moi je rêvais d'écrire dans une revue comme Revue et Corrigé qui parle de cinéma de patrimoine, ça faisait longtemps, c'était vraiment mon rêve, en tant que rédacteur et critique de cinéma. Et si je n'avais pas écrit dans Revue et Corrigé, donc grâce à Marc, Eugénie, toute l'équipe, Sylvain, toi, je n'aurais pas écrit sur Metropolis. Or, Metropolis, rapidement, c'est un des films qui m'a fait aimer le cinéma. J'étais très impressionné par les deux Maria, j'étais très impressionné par Birgit Helm, qui interprète les deux Maria, j'étais impressionné par les effets spéciaux, mais je pense que je devais avoir 6 ans, et j'ai dû découvrir ce film je crois que c'était soit le ciné-club de Claude Jean-Philippe, donc vous pouvez à peu près dater mon âge, soit... Pas à l'époque de la sortie du film. Non, je ne suis pas né en 1927 quand même, soit le ciné-club, le cinéma de minuit Patrick Briot. Mais, du coup, j'ai pas vraiment travaillé sur Metropolis même. Et je pense que c'est peut-être parce que Metropolis, c'est trop écrasant pour moi, ça m'impressionne trop. Donc, j'ai travaillé sur l'après-Metropolis, avec La femme sur la Lune, notamment. Avec Marc, j'ai travaillé sur la descendance de Metropolis au cinéma, ce que Metropolis a pu susciter comme inspiration. Et puis, j'ai bien sûr travaillé sur cette version que j'ai connue, imaginée par Giorgio Moroder. Alors, ça a été culte en 1984, je pense, pour plein de gens qui ne connaissaient pas Metropolis. Moi, en 84, j'ai 12 ans. Je connaissais Metropolis parce que je l'avais vu à peu près à 6-7 ans. Mais ça a été aussi un vrai scandale. Et bizarrement, les gens n'ont pas vraiment soulevé à l'époque, à part peut-être dans l'écran fantastique, que cette version de Giorgio Moroder avait quand même amené des choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Moroder, effectivement, c'est le compositeur de Scarface, la version de Palma en 1983. C'est lui qui produit Donna Summer. Il fait la musique de La Féline, un autre remake donc du film de Jacques Tourneur qui est réalisé par Paul Schrader. C'est à peu près la même époque, ça doit être 82-83. Et lui, il est fou de Metropolis. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une entreprise commerciale au départ. Et c'est un petit malin. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apprend à un moment, il croit justement, je crois que c'est à peu près au moment de La Féline, puisqu'il y a une chanson de La Féline composée par Moroder qui est interprétée par David Bowie, et il apprend par David Bowie que Bowie, étant fasciné par l'Allemagne, il travaille notamment, il enregistre à Berlin, il veut ressortir Metropolis. Et en fait, Moroder, ça ne lui plaît pas du tout, il a son propre projet, et il lui dit « Ah non, mais c'est pas possible parce que j'ai les droits », ce qui est un mensonge total. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il va se débrouiller pour avoir les droits de Metropolis, et il va retrouver des séquences qui avaient totalement disparu à l'époque. C'est-à-dire qu'en 1984, quand la version de Metropolis par Moroder sort en salle, c'est la version la plus complète en temps qui existe. Le film n'est pas très long, il doit durer à peu près 1h24. Après, on va lui reprocher énormément de choses. Il colorise d'une certaine façon le film, il met des chansons très kitsch, en tout cas qui sont devenues très kitsch aujourd'hui. On ne retrouve pas de Benatar, on a une chanson horrible, moi je la trouve atroce, de Freddie Mercury. Non mais Freddie Mercury et Queen c'est bien, mais sans Queen c'est moins bien. Et là c'est vraiment pas bien. Et en fait il accélère les images, il retire les intertitres, il met des sous-titres à la place, et en fait on crie au scandale. Et il y a une première à Cannes où en fait
vraiment, il se fait quand même pas mal descendre, quoi. Mais ce qui est intéressant, et ce qui est intéressant justement dans le texte qu'on a fait avec Marc, c'est de se rendre compte que quand même si ça a été pas mal critiqué, c'est qu'à l'époque, ça permet à beaucoup de gens de découvrir ce film, et puis surtout, ça permet de découvrir des images qu'on avait totalement perdues. Donc il fait aussi un travail de restauration qui est quand même assez impressionnant, et c'est quand même pas mal aujourd'hui, au lieu de tirer sur l'ambulance, de dire que Moroder à l'époque a fait aussi un travail salutaire et en tout cas qu'il a permis à toute une génération de découvrir un film qui avait disparu des radars, en tout cas pour beaucoup. Voilà, je m'arrête là, j'ai été long, désolé. Et non, c'est une entreprise assez fascinante. Et malheureusement, pour des histoires de droit, c'était compliqué de mettre cette version dans l'édition. Mais pour les curieux, elle est trouvable sur YouTube. Bref, tu couperas ça au montage. Tu as parlé d'influence, Grégory. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'aimerais bien qu'elles en parlent. Moi j'ai écrit avec Grégory justement, on a écrit un long chapitre sur les engences diverses et variées de Metropolis, pour le pire et pour le meilleur, parce que c'est un film qui a infusé bien au-delà simplement du concept de science-fiction, dans la culture populaire générale, évidemment dans la science-fiction, parce que Blade Runner, parce qu'on pourrait accumuler tous les films qui à un moment paient leur tribut à Metropolis, aussi parce que c'est un film qui dit énormément de choses sur monde haut, monde bas, qui sont aujourd'hui des composantes d'énormément de films populaires, que ce soit des films avec des univers futuristes ou non. Je pense à Dark City d'Alex Proyas, qui est un film qui visuellement comme ça n'hérite pas forcément de Metropolis, mais a une dynamique thématique et scénaristique qui descend du travail de Thea von Arboux et Fritz Lang. Donc bon, il y a tout un chapitre là-dessus, je vais pas trop m'attarder parce que j'aimerais bien qu'Elsa nous parle du travail qu'elle a fait, parce que à un moment, on s'est demandé, voilà, on n'arrivera pas à faire quelque chose d'exhaustif sur tout ce que Metropolis a laissé justement dans la culture, dans ce qu'on appelle la pop culture. Mais Elsa a eu l'idée de s'attarder sur des cas précis de ce que Metropolis a laissé dans la culture populaire, et des cas très différents, justement pas que au cinéma, un peu partout dans la musique, dans la série, etc. Donc Elsa, tu vas nous en parler, ce qui du coup nous emmène aux images les plus contemporaines. Je vais en profiter avant de vous parler de l'héritage de Metropolis, comme l'ont fait mes collègues, pour chanter les louanges de Marc et Eugénie, et de revuer et corriger. Voilà, que pour ceux qui ne connaissent pas encore, que je vous invite à découvrir, il y a des exemplaires à l'entrée de la boutique. Et donc ça a été un grand plaisir de travailler sur ce livre, d'en discuter avec tous les collaborateurs qui ont participé. Et en effet, avec Marc, donc, on avait eu ce débat de quoi parler quand on parle l'héritage Metropolis dans la culture populaire aujourd'hui, parce que il y a trop de choses, ça mériterait un livre en entier en fait. Et donc on voulait plutôt se concentrer sur l'analyse esthétique, et puis des thématiques aussi particulièrement fortes qui ont marqué. Et moi, étant particulièrement intéressée par Tim Burton, voilà, c'était l'occasion de parler des Batman de Burton qui sont extrêmement influencés par Metropolis. Essentiellement évidemment dans l'esthétique, dans toute la question du mouvement vertical, de l'ascension et de la chute, voilà, qui héritait aussi beaucoup de la littérature gothique. Et à partir de là, en fait, je me suis demandé quels autres exemples on pouvait trouver qui étaient influencés par Metropolis, mais qui dialoguaient aussi avec Burton. Et donc, je me suis concentrée sur un clip de Madonna, donc la chanson Express Yourself, dont le clip est réalisé par David Fincher. Et puis sur la saison 3 de la série Babylon Berlin. Et donc en fait, à travers ces trois exemples, ce que j'ai tenté de faire, c'est d'analyser comment on retrouve à la fois l'influence esthétique, mais aussi le travail sur le monstrueux, le travail sur l'érotisme et des questions féministes aussi, et comment ces trois thèmes un peu découlent en fait pour ces trois auteurs de la vision de Metropolis, et comment ces trois exemples finissent en fait par dialoguer entre eux au fil des décennies. Voilà. Merci Elsa. Du coup voilà, ça fait un petit tour, je pense qu'on pourrait en parler, ça fait partie
pour en parler des heures, et je pense qu'à chacun et à chacune d'entre vous, j'aurais pu laisser des heures en parler de cette partie. Bon, le plus simple, c'est de lire le travail, qu'ils ont fait. On est allé très vite. Bon, déjà, je sais pas si vous avez des questions, parce qu'on va faire une petite session questions. Je pense que enfin, si vous êtes d'accord, Manfred et Nils, on va faire une petite session questions. Et dernière chose, parce que j'avais dit que je le ferais, il faut pas que j'oublie. Tout à l'heure, ça a été rapidement mentionné par Alexandre. Alors malheureusement, il y en a plus à la boutique là, mais je fais quand même un peu la pub. Alexandre a mentionné les mémoires de Lotte Eisner, et il y a un éditeur qui a publié très récemment, qui s'appelle Marest Éditeur, qui a publié très récemment les mémoires de Lotte Eisner. Bon, malheureusement, il n'y en a pas là à la boutique, mais n'hésitez pas à vous le procurer, parce que si vous aimez Fritz Lang, si vous aimez les questions autour de l'Allemagne et autour de la guerre aussi, parce que Lotte Eisner a connu la guerre et malheureusement bien connu parce qu'elle a aussi connu les camps de concentration. Voilà, c'est quelque chose d'important à voir. Ça vient d'être publié il y a 2 mois, donc n'hésitez pas à vous le procurer. Comme vous voyez, il y a Metropolis même sur la couverture, donc c'est dire si Metropolis est partout. Donc voilà, est-ce que vous avez des petites questions? Faut que je repose, non? Est-ce que vous avez des petites questions sur Metropolis que vous pouvez poser à l'équipe ou à Bernard, parce que n'hésitez pas à le faire parler quand même. Ça, c'est toujours le moment. Reprenez votre place. Du coup, je change de... Ouais, allez-y, hop. Personne. Hop, voilà. Même les gens qui ont écrit le livre, d'ailleurs, est-ce que vous avez des questions à poser à Bernard? C'est le moment. C'est toujours le moment compliqué, si personne n'a de questions à poser. Une question à Nils? Oui, une question. Ah bah oui, tiens, c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlait édition. Nils. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé de l'édition. À la rigueur, tu veux pas passer... Non, okay. Ah oui, quand même. Donc Nils Boisiz, qui dirige l'édition Potemkin. Tiens, je te laisse la place. Comme ça, tu parles un peu de ton travail. Vous avez déjà bien fait le bon panorama de ce qu'il y a dans cette édition, parce que donc on a essayé de la faire la plus complète possible, malgré des limitations, parce qu'effectivement, elle était pas mal soulevée l'histoire du film par rapport à sa restauration par Alexis et le côté pop culture aussi par la version de Moroder. Et on voulait mettre tout ça dans l'édition, les différentes versions jusqu'à celle de 2010, dont la version de Moroder. Et ça n'a pas été possible. Voilà. Même comme mettre des nouvelles versions musicales aussi, parce que c'est par son succès et le fait qu'il soit très souvent projeté en ciné-concert, il y a énormément de grandes de musique moderne ou moins moderne sur ce film. Et on avait l'idée d'en mettre certaines et on n'a pas pu non plus. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas exceptionnelle quand même. Là je dis ce qu'il n'y a pas dedans. Mais pour dire voilà, que même sur des films comme ça, de cette époque-là, c'est encore quand même très protégé par des choses juridiques. Et voilà. Peut-être parler un peu du travail éditorial que tu as fait aussi dans les bonus. Dans les bonus, alors il y a un... qui est redit dans le livre, mais c'est vrai que puisque l'édition avec le livre n'est que à la boutique, c'est une exclusivité à la boutique qui est relativement limitée. Il en reste quelques centaines à la boutique quand même, voilà. Oui, mais il y en avait 800 à la base, donc 777 exactement. Parce que c'est écrit dessus, hein, c'est numéroté. Voilà, et c'est numéroté, donc c'est vraiment quelque chose qui ne sera pas repressé. Hein, par contre, le livre, lui, existe déjà à la boutique, il existera dans toutes les librairies dans quelques temps. Et donc l'édition qu'on peut trouver partout, il n'y a pas le livre dedans, donc il fallait aussi qu'on amène pas mal de choses sur l'histoire du film et de sa restauration. Donc il y a un documentaire d'1 heure sur tout ce travail-là. Il y a aussi un documentaire un peu plus court sur les influences du film, qui sont aussi plus approfondies dans le livre. Mais donc il y a un petit module là-dessus. Et puis bien sûr l'entretien avec Bernard, qu'on a fait il y a quelques mois. Voilà, qui revient un peu sur l'histoire et la contextualisation du film à l'époque. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus je vais tout Tu voulais quoi, non? Non, mais moi j'aurais aimé avoir peut-être un retour de Bernard sur tout ce que vous avez entendu et de voir aussi une jeune génération comme ça
qui est très curieuse de ce cinéma-là. Qu'est-ce que... vous n'êtes pas de la même génération oui, non. Prenez un micro, mais qu'est-ce que ça vous dit, tous ces retours? Ça me dit du bien. Là, c'est difficile d'en dire davantage avant de lire. Non, c'est évident. Maintenant, je suis curieux de lire les chapitres du livre. Voilà. Donc, autrement, non, je suis content en effet qu'il y ait des réactions différentes, que des choses qui avaient été négligées refassent surface, d'autres sont plus ou moins oubliées, c'est pas mal ça. Je pense que les films ont ce genre de vie. Voilà. C'est vrai qu'on arrive en 2023 et le film date de 2026 et c'est quand même assez fascinant de voir que voilà, ce film a traversé un siècle et qu'à quel point il est important encore aujourd'hui. Donc voilà, le centenaire de ce film, pas avant l'heure, mais c'est important de marquer ce coup-là aussi. C'est ça qui est surtout bien en ce moment, c'est que depuis là, une dizaine d'années, enfin même plus d'une dizaine d'années, enfin ça fait longtemps qu'on restaure, mais grâce aux outils numériques et grâce à la restauration numérique, il y a beaucoup de films muets qui reviennent comme ça, à la vie. T'as aussi, là récemment, tu as édité aussi Nosferatu. Là c'était vraiment les 100 ans pour le coup, donc on a célébré ça avec une belle édition aussi, un peu définitive sur la question, il n'y en aura jamais, mais bon voilà, en tout cas, elle est plus importante que ce qui existait avant, ça c'est sûr. Et sur Metropolis, voilà, ça fait partie des entreprises qui sont toujours un peu à l'heure du jour, et je pense passer d'une génération à une autre, parce que moi, c'est ce sur quoi, et je pense que je terminerai là-dessus, sauf si du coup vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, prenez le temps pour y réfléchir. C'est ce sur quoi en fait j'ai introduit le livre, c'est qu'à mes yeux, après, libre à vous de me contredire, mais c'est qu'à mes yeux, en tant que cinéphile, moi bon, j'ai que 32 ans, mais en effet, Metropolis a été un des pivots de ma cinéphilie, et à un moment où j'avais vu moins de films muets, c'était mon film muet préféré. Et je pense qu'il y a Metropolis qui est un peu dans ce truc que si on enlève de l'équation Buster Keaton et Chaplin, Metropolis devient de facto le film muet le plus connu de tous les temps. Même pour des gens qui ne l'ont pas vu, parce que Metropolis est un film qui est connu parce que les gens ont vu la photo du robot. Tout le monde a une image en tête du film. Voilà, même moi dans ma famille, j'ai pas vraiment une famille cinéphile, je dis le mot Metropolis, ça provoque des réactions, et comme Elsa l'a dit, ou comme j'en ai parlé, voilà, ça a tellement infusé partout que ça fait partie des films qu'on a vus même quand on l'a pas vu. Il y a mais voyez-le quand même. Un arc hommage à ce film-là. Alors, enfin, je pense qu'il va arriver à peu près pour les 100 ans du film d'ailleurs. C'est le grand projet de Coppola, qui est un grand Mégalopolis, qui s'appelle Mégalopolis. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un hommage, un clin d'œil au film, et qui fait un film aussi gargantuesque, aussi monstrueux, aussi fou que ce qu'on pouvait faire à l'époque et ce qu'on ne fait plus vraiment aujourd'hui. Ça sera sans doute un événement. Apparemment la production est chaotique, donc ça a l'air bien parti. Est-ce que du coup il y a des questions ou pas? Est-ce que vous avez le temps de trouver des questions? Moi je peux juste poser une question. Oui, vas-y. Je me demandais, c'est pour vous ma question, on a évoqué des versions effectivement assez rares de la version, qui a été assez rare d'avoir la version définitive pendant longtemps, donc moi je me demandais quand avez-vous vu pour la première fois Metropolis et dans quelle version? Metropolis, j'ai vu, il y avait une version qui était la version coupée sur les instructions de Paramount, la version réduite, qui était donc la même en Allemagne en 27. Quand UFA a décidé de réduire le film pour le ressortir, ils l'ont réduit en suivant le découpage, à peu de choses près, le découpage de la version de Channing Pollock. Et cette version donc est passée par le MoMA, par New York, et est revenue donc chaque fois avec une génération de plus, donc la qualité d'image n'était pas très bonne, mais ça faisait partie des films qui passaient à la Cinémathèque française, donc j'ai dû le voir à la rue d'Ulm, parmi les premiers films. Effectivement, le premier film que j'ai vu à la rue d'Ulm, c'était La Femme sur la Lune, donc il y avait un certain nombre de films de langue. La Femme sur la Lune, c'était une copie qui avait été donnée, je crois, par Lang, une copie qui était assez rare à l'époque. Metropolis était dans la plupart des cinémathèques du monde. Dans cette copie assez déplaisante, qui en plus souvent était projetée au ralenti, ce qu'on appelait la vitesse muette. Or, Metropolis, vitesse sonore, c'est-à-dire à 24 images secondes, et le passer à la vitesse muette, ça voulait dire le ralentir d'une demi-heure, ralentir le rythme,
prétendre qu'on avait une version plus complète, ce qui était absolument faux, etc. Vous avez Voilà. quelle durée d'ailleurs à peu près? Enfin, vous avez quelle durée? 1h50, quelque chose comme ça. Donc si on passait à 16 ou 18, ça faisait 2h30. Voilà, la version complète. Bon, personne ne s'y trompait. En revanche, ce qui était pénible, c'était l'absence de musique. Enfin, ce qui était pénible, on était tout à fait habitué à l'absence de musique à l'époque. Donc voilà. Donc ensuite, il y a eu peu de choses. C'est la première fois qu'on commençait à parler des différentes versions d'un film. Et c'est surtout Enno Patalas, avec l'aide de la Cinémathèque de RDA, qui a, Enno Patalas, lui qui était à Munich, qui a entrepris des bons rapports, qui a noué de bons rapports avec le Großfilmofond, qui avait alors des copies allemandes de films, ou qui avait des copies, soit des copies trophées, c'est-à-dire des copies prises au moment de la prise de Berlin en 1945, soit des copies données d'une manière ou d'une autre, qui avaient des copies plus complètes, aussi bien de Métropolis que de La Femme sur la Lune et des Espions. À l'époque, donc, il y avait des versions après Métropolis, quand Lang a fait sa propre production. C'est intéressant d'ailleurs pour les deux autres films, c'est Lang qui a préparé lui-même les versions d'exportation pour les Espions et pour La Femme sur la Lune. Les trois films faisaient à l'origine 2h30, ils le font toujours d'ailleurs, mais il y avait à la Cinémathèque une version d'1h30 des Espions, qui était une version préparée par Lang, probablement remontée aussi par les Américains, par le distributeur américain, mais ça existait. Ça. Donc voilà, donc on avait cette possibilité. Quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que Patalas faisait ce travail, j'ai eu cette surprise de comprendre qu'il existait des versions différentes des films, que ça pouvait avoir des raisons d'usure, que ça pouvait avoir des raisons de politique, que ça pouvait avoir des raisons de censure, mais ça pouvait avoir des raisons industrielles, comme dans ce cas-là. Et Patalas s'est vraiment dévoué à ça, et il est arrivé à une étape que vous n'avez pas mentionnée, qui est tout à fait passionnante, c'est que la partition de Hoopertz, qui a dû être achetée à sa femme ou sa veuve ou sa fille ou son fils. Donc la partition de Hoopertz, qui avait les indications, comme vous l'avez dit, qui avait les indications des scènes correspondantes, a servi de guide avant d'avoir la copie complète d'Argentine. C'est-à-dire que Patalas a travaillé sur cette version, a travaillé précisément à étudier la question de la vitesse de défilement, et a préparé dans les années 80, je n'ai pas la date, mais a préparé dans les années 80 une version d'études qui était non commerciale, qui était financée par une université, qui était une version complète de Métropolis sur la durée, mais avec des absences d'images. C'est-à-dire on avait la partition d'un bout à l'autre. Je pense que c'était fait sans beaucoup d'argent. Je pense que la partition c'était une réduction pour piano. On avait la continuité, on avait la liste des intertitres qui était toujours déposée en censure en Allemagne, et on avait la continuité. C'était avant qu'on retrouve le scénario de Thea von Harbou, qui venait également du fonds Hoopertz d'ailleurs. Donc il y a comme étape intermédiaire entre Moroder, qui est un cas vraiment à part, et la redécouverte en Argentine, il y a une version d'études, strictement pour curieux ou étudiants, qui a la même durée, qui correspond, et disons le travail de détective de Patalas s'est avéré être exact, puisque il n'y a pas eu, quand la version argentine a été découverte, on a constaté, les gens de Berlin, c'était la Deutsche Kinemathek de Berlin qui a fait le travail technique, si je me souviens bien, sur la version argentine. On a découvert que la continuité de Patalas était bien la bonne. Voilà, donc c'est un point de vue intéressant, enfin, c'est un point de détail, mais un point intéressant sur cette question des versions. Le fait qu'on peut, tous les indices peuvent servir à quelque chose. J'ai vécu la même chose avec la Talente.
Et il y a vraiment des indices qui ont l'air tout à fait ridicules et qui sont très utiles, et d'autres qui ont l'air d'ouvrir des clés et qui, au contraire, les portes se referment assez vite. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette belle note. Merci Bernard. Merci Nils de m'avoir confié la direction du livre. Le livre et le coffret sont disponibles à l'achat à la boutique, évidemment. Donc n'hésitez pas, Noël est passé, c'est le moment de dépenser ce que vous avez reçu à Noël, ce que vous avez revendu ou changé. Et dernière chose, j'ai retrouvé le nom de la première femme de Friesland, c'était Elisabeth Rosenthal. Voilà, donc au moins on s'en souviendra. Donc merci à toutes et à tous d'être venus à cette rencontre. Et puis je vous souhaite une bonne après-midi à la boutique Potemkin. Merci.